Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis David Keshkarian, je suis photographe et ici on parle photo et post-traitement. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des objectifs grand angle et notamment du problème principal que j'observe en photographie de paysage, la compression. D'autres défauts des objectifs grand angle en photographie sont bien connus et mieux connus, tels que les déformations en barillet, c'est-à-dire notre ligne d'horizon qui a tendance à se bomber sur les extérieurs, ou alors les perspectives qui fuient vers le haut ou qui fuient vers le bas en fonction de l'inclinaison qu'on donne à son appareil. Ces défauts m'embêtent moins en photographie de paysage. En revanche, la compression, elle me pose un réel souci. Je m'explique. Les objets à l'horizon apparaissent plus petits qu'ils ne le sont en réalité. La distance entre le premier plan et l'horizon semble exagérée, donnant la sensation que l'horizon est très lointain. Enfin, il y a une perte apparente d'échelle. Les éléments proches semblent démesurément grands par rapport aux éléments lointains. Combien de fois j'ai pu me dire, en regardant la preview à l'arrière de mon appareil, c'est bizarre, l'horizon me semblait pas si loin. Maintenant, cette sensation de distance de cette ligne d'horizon ou de taille d'objet au niveau de la ligne d'horizon peut être à la prise de vue compensée par l'angle que l'on va donner à l'appareil. Si je shoote l'objectif parallèle au sol, la compression au niveau de la ligne d'horizon sera relativement uniforme et les verticales resteront plus ou moins droites. Maintenant, si je shoote mon objectif orienté vers le ciel, les éléments en hauteur auront tendance à tomber vers l'arrière, les bâtiments ou les montagnes. Les lignes verticales vont converger vers un point de fuite et la déformation au niveau de la ligne d'horizon sera maximale et la compression sera grande. Les objets apparaîtront vraiment petits. Et enfin, si on shoot l'objectif vers le sol, on va avoir la sensation que la ligne d'horizon se rapproche de nous, que les éléments sur la ligne d'horizon sont un peu plus grands, et enfin, on va écraser les perspectives, réduisant un peu la sensation de profondeur. Quand on utilise un objectif grand angle, on ne reflète pas la réalité, mais une réalité déformée. C'est pour ça qu'en post-traitement, il m'arrive régulièrement de corriger les perspectives sur mes images de paysage. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous montrer un exemple, juste pour illustrer la taille des éléments qui se trouvent sur la ligne d'horizon, et que cette taille va varier en fonction de l'angle qu'on donne à son objectif, si on shoot de manière horizontale ou vers le sol. C'est une image qui est réalisée sur l'île de Skye, et c'est le lieu-dit des Ferry Pools. Donc c'est un spot assez connu sur l'île de Skye. Et donc j'ai ces deux images. Alors les deux images ont été réalisées, elles ne sont pas réalisées exactement au même endroit, mais dans un rayon de 5-6 mètres. J'étais sur un rocher qui était assez gros, donc il y a 5-6 mètres de différence entre les deux photos. On a donc cette photo-là où j'ai mon objectif qui est plutôt parallèle au sol, et cette photo-là où j'ai mon objectif qui est plutôt orienté vers le sol. Et ce que je vais vous montrer, c'est la différence de taille. D'ailleurs, ça se voit visuellement. Donc, on voit que sur cette image-là, elle paraît plus petite, la montagne paraît plus petite que sur cette image-là. Et si on regarde bien, elle paraît aussi tomber un peu vers l'arrière. C'est ce que je vous disais quand on oriente un peu son objectif vers le haut. Donc là, j'étais peut-être pas parallèle au sol, mais peut-être un tout petit peu vers le haut. On a cette sensation que la montagne bascule vers l'arrière. Je trouve que c'est assez flagrant. Et pour la taille, ce que je vais faire, c'est que on va compter un peu les pixels. Donc, sur l'image orientée un petit peu vers le haut, on va avoir une montagne qui représente sur l'image 1400 pixels. Et sur celle où on est orienté vers le bas, on a une montagne qui représente 1555 pixels. Donc on a un 10%, un bon 10%, un petit 10%, un peu plus de 10% de différence, ce qui est clairement pas négligeable. Et donc, je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir, c'est-à-dire que
quand on photographie une montagne ou un paysage où il y a quelque chose sur la ligne d'horizon qui est intéressant. C'est quand même dommage, puisque ça devient un élément essentiel de notre image. C'est quand même dommage de lui réduire sa taille pour le rendre, je ne vais pas dire insignifiant, mais pour lui faire perdre de sa valeur. Donc, c'est clairement quelque chose à prendre en compte en post-traitement, parce que l'objectif, moi, quand j'ai fait cette photo, c'était parce qu'il y avait cette montagne au fond. J'avais cette rivière qui guidait le regard jusqu'à la montagne. Donc, j'ai envie que cette montagne domine, prenne son importance. Or, si je travaille sur cette image-là, parce que je considère que, imaginons, j'avais un superbe ciel, un superbe coucher de soleil, donc j'ai envie de garder mon ciel intact, donc je veux travailler sur cette image, eh bien, la montagne ici est bien moins dominante qu'elle ne l'est ici. C'est pour ça qu'en post-traitement, c'est quelque chose que je vais retravailler. Je veux redonner de l'importance à cette partie de l'image. Parce que dans la réalité, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, quand j'étais ici, j'ai vu une grande montagne qui était devant moi. Et quand je regarde cette photo, j'ai pas cette sensation d'une grande montagne qui était devant moi. C'est le problème en photo de paysage de l'utilisation des objectifs grand angle. Je vais donc vous montrer 3 façons de venir modifier la perspective pour rendre de l'importance à ce qui se trouve sur ma ligne d'horizon, en l'occurrence sur cette image, à cette montagne. Je vais vous montrer 3 façons de venir modifier la perspective pour rendre à cette montagne un peu de grandeur. Parmi les 3 techniques, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Simplement, vous vous rendrez compte qu'en fonction des images, il y en a une qui sera plus adaptée par rapport aux autres. Donc, c'est bien de connaître les 3. C'est bien de tester, surtout au début, quand on ne connaît pas trop, c'est bien de tester les 3 pour voir laquelle marche le mieux. Et ensuite, avec l'expérience, vous saurez à peu près laquelle est plus adaptée pour l'image sur laquelle vous travaillez. Alors, je vais d'abord supprimer ma ligne, ici. Je vais dupliquer mon calque, commande J. Et la première technique, vous allez faire commande T, ensuite clic droit dans l'image et vous utilisez l'outil de déformation. Et là, c'est simple, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que le plan qui est ici soit un peu plus grand, donc reprenne un peu de hauteur, sans forcément trop toucher au bas, sauf peut-être un peu dans le bas de l'image, parce que quand on shoot légèrement vers le haut, eh bien, on réduit l'importance qu'on donne à son premier plan. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de venir déformer notre image. Alors évidemment, précision tout de suite, évidemment, il faut y aller avec douceur, car on vient déformer des pixels, et donc, obligatoirement, on vient dégrader notre image. Ça va donc dépendre beaucoup de la qualité de votre image, et c'est là où les pixels d'un boîtier peuvent être intéressants, car on sait qu'on va avoir une latitude un peu plus grande avec des boîtiers qui ont beaucoup de pixels. Donc, avec douceur. Alors. Alors, comme je le répète souvent, prenez votre temps. Plus on prend son temps, meilleur sera notre résultat. La qualité des images se trouve dans les détails. Et je le dis parce que je pense que certains vont le penser, peut-être certains vont l'écrire. Ce que je suis en train de faire
pour certains, c'est tricher, c'est dénaturer quelque chose, c'est pas la réalité, c'est pas un reflet de la réalité. Mais en fait, mon image de base n'est pas un reflet de la réalité. C'est-à-dire que ma photo faite au grand angle, c'est pas la réalité, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que mes yeux ont vu. Donc, on rentre dans un débat philosophique en fait, parce que quand on vient dire, bah, on est en train de faire quelque chose qui casse la réalité, si l'image de base de départ n'est déjà pas un reflet de la réalité, où se trouve la réalité? Je valide. Voilà. Donc, et j'avais ma montagne qui était un peu écrasée, qui était un peu rabougrie, comme ça. J'ai essayé de lui redonner un petit peu de hauteur, un petit peu de prestance, pour renforcer son impact dans la compo. Voilà. Donc ça, c'est la première. Évidemment, bah, quand vous le faites une fois, ça vous convient, ça vous convient pas. J'ai même envie de dire, même si ça vous convient, faites plusieurs versions. C'est-à-dire que là, par exemple, je reduplique mon calque et je recommence commande T, clic droit, déformation, et je recommence et je fais une autre version. Et ensuite, vous comparez vos versions. Ce que je vous conseille, c'est quand même de le faire plutôt à la fin du traitement. C'est-à-dire que, bon, moi par exemple, je fais mon assemblage d'exposition, je fais mon traitement de contraste, ma colorimétrie, enfin voilà, et souvent c'est ça, je le fais à la fin. Je le fais à la toute fin. Je le fais quand j'ai une image terminée en fait. Quand j'ai déjà les contrastes qui sont en place, quand j'ai ma colorimétrie qui est en place, alors je finis par ça. Moi, c'est comme ça que je le fais. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire, parce que certains vont dire oui, mais tu dégrades des pixels, donc ton traitement a dégradé des pixels, donc à la fin, bah, tu dégrades un peu plus ton image. C'est possiblement vrai, mais en tout cas, pour moi, c'est bien plus facile de trouver la compo, de trouver comment je peux déformer mon image une fois que j'ai tout qui est en place, une fois que j'ai ma lumière, mes contrastes et ma colorimétrie qui est en place. Ok, donc ça, c'est la première méthode. Alors, je vais l'appeler déformation. Ok. Deuxième méthode. Alors, j'ai dupliqué mon calque, commande J. Je vais aller dans édition et je vais aller chercher déformation de perspective. Alors, cet outil est excessivement intéressant car il va me permettre de déterminer des plans. Donc, je vais créer des plans et ensuite, je vais avoir la possibilité de faire bouger les plans sans trop affecter les plans qui sont situés en dessous. Et donc, sur mon image ici, je vais déterminer que j'ai 3 plans. J'ai ce plan-là, un plan intermédiaire et un premier plan. Je vais donc créer des rectangles qui vont déterminer mes plans. Donc ici, je fais le plan de ma ligne d'horizon et du ciel. Ensuite, je vais déterminer mon plan intermédiaire. Et vous allez voir qu'ils vont se lier en fait. C'est-à-dire que vous les créez et ensuite ils sont en lien. Et enfin, mon premier plan. Voilà. Je vais venir cliquer sur déformation ici. Et à partir de là, quand je vais venir toucher, quand je vais venir déplacer donc les encres qu'on a ici, alors mes plans vont bouger les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que si je déforme ici, on voit que ça influence légèrement les plans qui sont en dessous, mais de manière bien moins importante que la première technique. Donc en ça, elle est intéressante. C'est-à-dire que si vous avez une image, par exemple, où vous ne voulez pas trop affecter ce que vous faites dans le bas de l'image, alors je vous conseille fortement cette technique-là. Voilà.
Et donc là encore, hein, le même conseil que tout à l'heure, n'hésitez pas à faire plusieurs versions. Et vous comparez les versions. Et même conseil que tout à l'heure, allez-y avec tact, parce que on touche aux pixels, on les déforme, et donc on détériore. Je ne peux pas nier qu'on détériore un peu notre image. Maintenant, avec les boîtiers qu'on a aujourd'hui, les qualités de fichiers qu'on a aujourd'hui, honnêtement, ça se voit pas. Vous pouvez les tirer en géant, ça ne se verra pas. Si vous y allez avec douceur, évidemment. Je valide. Avant, après. Ce que j'aime bien, ce que j'adore avec celui-ci, pour tout vous dire, c'est celui que j'utilise le plus. C'est vraiment celui que je préfère. Parce que, je vous avais dit tout à l'heure, quand on oriente son objectif légèrement, enfin, quand on commence à l'orienter légèrement vers le haut, on a cette sensation de la montagne qui tombe vers l'arrière. Je trouve que je l'ai sur l'image là. Et quand j'utilise cette technique-là, ça me la redresse. C'est comme si la montagne, elle revenait un peu vers moi. Je lui ai redonné un peu de hauteur. Et en plus, je l'ai fait revenir un peu vers moi. Et en ça, je trouve que ça corrige énormément la perspective parce que ça associe aussi cet effet-là. Pour info, je vais juste venir mesurer les pixels ici. 1500. Donc j'ai gagné 100 pixels par exemple en faisant ça. Voilà. Donc celui-ci, je vais l'appeler comme une déformation de perspective. Donc déformation de perspective. Voilà. Et enfin, le troisième, qui est peut-être... alors, c'est pas que c'est la plus compliquée, c'est la plus fastidieuse, longue, mais alors elle offre des possibilités assez impressionnantes. À la base, c'est un outil qui est pas fait, qui n'a pas été créé pour la photographie de paysage, puisque c'est pas comme ça que Photoshop nous l'a vendu quand c'est sorti. C'est la déformation de la marionnette. Alors, à expliquer, ça va être un peu compliqué. En gros, on va venir placer des encres et en les bougeant, on déforme notre image. Ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais placer des encres tout autour de ma montagne et ensuite dans mon ciel. Pourquoi je vais en mettre tout autour de ma montagne, qui va faire comme ça? Tout simplement pour que quand je vais toucher aux encres qui sont ici, donc aux points de référence qui sont ici, ça n'affecte pas ma montagne. Le mieux, c'est de commencer et d'y aller par l'exemple. Alors, ce que je vous conseille, c'est la densité, c'est déjà de cliquer sur plus de points. Parce que si vous ne le faites pas, voilà ce qui va se passer. Vous allez placer vos encres. Et si vous êtes trop près, vous allez avoir ce message, impossible d'ajouter un coin trop proche d'un coin existant. Donc, ce que vous faites, c'est vous augmentez la densité de points et vous n'allez pas être confronté tout le temps à ce type de message. Alors, pour cette image, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Voilà. Je vais en placer une ici, une ici, une ici, et après je ferai vers le bas. Alors, vous voyez, je peux venir bouger ici sans que ça affecte ma ligne de la montagne. Donc, imaginons que j'ai un ciel assez dynamique. Je ramènerai un peu les nuages dans le coin ici pour donner un peu de dynamisme. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger
chaque petit plot pour remonter ma montagne. Le problème de ça, et notamment le problème pour cette image, c'est que ça va quand même modifier pas mal la structure de la montagne. C'est-à-dire que ça modifie sa forme. Je ne parle pas de sa taille, je parle de sa forme. C'est-à-dire que je vais créer une montagne en fait qui n'existe pas. Alors, ça donne beaucoup de contrôle parce que, par exemple, imaginons que je veux vraiment renforcer ça. Ici, je vais en avoir vraiment la possibilité. Je vais pouvoir élargir ma montagne. Voilà, lui redonner une autre forme. Donc là, clairement, je viens quand même dénaturer un peu la topographie, hein, clairement. Maintenant, je vous montre la technique, c'est-à-dire que pour une autre image, ça pourrait être parfaitement adapté. Ou alors, ça peut être adapté à celle-ci, si notre objectif n'est pas forcément un reflet total de la réalité, mais qu'on veut quelque chose d'esthétique à l'œil. Voilà, enfin, là-dessus, il y a débat, et là-dessus, je peux l'entendre. Ensuite, je vais en placer en bas ici, pour gagner en profondeur comme ça. Voilà. Je vous ferai un deuxième exemple sur celle-ci, pour vous montrer que vous pouvez aussi le faire sans dénaturer la ligne. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant, ça peut être intéressant pour certaines images en fait. Donc là, je vais valider. Voilà. Avant, après. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pas bien fait, je suis parti un peu trop par là. Je suis parti un peu trop vers la droite. Mais c'était pour vous montrer dans l'esprit. Maintenant, ce que vous pouvez faire sur cet outil-là, par exemple, je reduplique mon calque, édition, déformation de la marionnette. Je vais placer un peu moins de points pour aller un peu plus vite parce que j'ai pas envie que ce tuto dure encore des heures. Ah bon, non, il veut pas. Donc, je viens protéger ma ligne. Voilà. Et je viendrai placer un point ici, un là, et donc là, cette fois-ci, je vais la faire grandir en abaissant la ligne basse. Et si je veux que ça n'affecte pas trop le bas de l'image, je viens placer des encres. Imaginons que le bas là me convient parfaitement. Bon, je l'ai fait déjà bouger, j'aurais dû le faire avant. Mais sinon, imaginons que je ne veux pas le bouger plus, je viens placer des encres ici. Voilà. Et maintenant, quand je vais bouger ça, ça va bloquer le bas de mon image. Du coup, ça ne bougera plus. Et je peux travailler uniquement sur cette partie-là. Donc cet outil-là, il est quand même très polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans quelque chose de très créatif, c'est-à-dire même à venir modifier la structure même de la montagne, ou alors quelque chose de beaucoup plus ciblé à un endroit très précis, dans le sens où vous allez pouvoir placer des encres pour bloquer l'image, et ensuite placer les autres qui, elles, vont faire que vous allez pouvoir descendre. Vous allez pouvoir descendre la montagne sans modifier sa ligne. En ça, c'est intéressant. Et sans venir toucher, par exemple, au bas de l'image. Voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe. Et donc, en faisant ça, eh bien, j'ai redonné une dimension plus importante à mon image.
Donc ça, je vais l'appeler marionnette. Voilà. Marionnette 2. Ça, c'était marionnette 1. Ok. Alors, je vais le faire dans l'ordre qu'on l'a fait. Donc, c'était d'abord déformation, ensuite perspective et les marionnettes. On a donc le premier, c'est la déformation. Deuxième, c'était la déformation de perspective. Et enfin, les marionnettes. Donc celui-ci, c'était, voilà, j'ai modifié la structure autour de la montagne. C'est clairement pas ce que je recommande sur cette image-là. Et là, j'ai simplement redonné un peu plus de volume à la montagne. Voilà. Là, par exemple, sur la dernière. Vous voyez qu'à quelque chose près, j'ai redonné la même hauteur, 1500 sur la marionnette 2, et la déformation de perspective, j'étais aussi à 1500. Donc vous voyez que mon œil, naturellement, il sait jusqu'où il peut aller, en gros. Je sais que je ne peux pas dépasser, je ne peux pas rendre exactement l'impression que j'avais quand j'ai fait la photo. La montagne me paraissait bien plus grande. Maintenant, je peux redonner un petit peu de sa grandeur. Et en ça, je trouve que ces trois techniques sont très intéressantes. Et pour vous dire, celle que je préfère, là, pour cette image, c'est la déformation de perspective. Parce que, en plus de lui redonner de la hauteur, j'ai cette sensation de l'avoir redressé, en fait, de l'avoir rebasculé vers l'avant. Et j'aime ce que ça a fait aussi au niveau du bas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça fait une sorte de plateau sur le bas, ensuite que ça descend un peu, et on a le mur, avec la montagne derrière. Clairement, c'est celui que j'utilise le plus. Voilà. J'espère que ces petites techniques pour modifier un peu vos perspectives sur vos photos grand angle vont vous aider. Ce que je peux préciser, c'est que si je voulais un reflet parfait de la réalité, le seul moyen que j'ai, c'est de faire cette photo au 50 mm, au 100 mm, au 400 mm, mais faire un panorama. C'est le seul moyen que je vais avoir pour préserver la perspective telle que je l'ai perçue. Donc, je ferai une photo au 100 mm et puis je ferai un panorama, j'assemblerai mon panorama et je referai un crop vertical. Et là, j'aurai les bonnes perspectives, la bonne profondeur, je n'aurai pas de compression. Mais évidemment, vous vous doutez bien que en photographie de paysage, si on a des sessions qui sont longues, avec une météo changeante, je veux dire, un coucher de soleil, ça se capture en un instant, d'une minute à une autre, la lumière, elle a changé. Donc vous ne pouvez pas. Et puis après, attention, hein, cette compression dans l'image a aussi ses intérêts. Ça ramène du dynamisme. Enfin voilà, il y a aussi ses intérêts. Simplement, quand vous avez des choses qui sont sur la ligne d'horizon et que vous voulez redonner de l'importance à ces éléments, selon moi, vous êtes obligé de passer en post-traitement par ce type de travail pour leur redonner leur importance. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire. Ça sera un vrai plaisir de les lire. Si vous voulez des sujets, si vous voulez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça sera aussi un vrai plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!